Bonsoir, bienvenue au think tank Liberté et Prospective. Nous vous accueillons ce soir pour une thématique qui est la thématique de l'OSINT. Cette session sera divisée en deux parties. Une première partie enregistrée et une deuxième partie qui ne sera pas enregistrée. La première partie enregistrée sera décomposée de deux interventions. La mienne, donc je suis Guillaume David Deniel, je suis directeur du numérique pour le think tank Liberté et Prospective, et Laurent Geschman qui nous fera la deuxième partie orientée sur l'OSINT et l'économie. La deuxième partie sera, comme je vous l'ai dit, ne sera pas enregistrée. Nous aborderons les parties cyber, police, militaire. Et pour cela, nous aurons un intervenant qui nous rejoindra, qui est de passage en France, et ça me fait très plaisir de l'accueillir, parce que c'est aussi un ami personnel. Je vais laisser Laurent se présenter, et ensuite je reprendrai le micro et je commencerai ma partie. Merci beaucoup. Merci David. Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau au think tank Liberté et Prospective. Je suis Laurent Geschman, j'ai au départ un diplôme d'ingénieur en environnement. Je voulais un petit peu sauver la planète en revenant d'un service militaire loin en Afrique. Ça m'a sensibilisé à des enjeux, des tensions, on va dire, sur les ressources. Et puis, j'ai démarré dans le conseil en financement de l'innovation. Et donc, des fonctions, il faut régulièrement faire de la veille, se maintenir à jour sur l'état de l'art, sur beaucoup de domaines scientifiques principalement. Et puis, j'ai également travaillé dans la fonction publique territoriale pour soutenir les PME franciliennes et puis également des entreprises innovantes dans toute la France. Et depuis peu, j'interviens sur des sujets de conseil en levée de fonds et intelligence économique. Merci beaucoup, Laurent. Donc, je vais commencer par une partie qui est assez généraliste pour rappeler un petit peu ce qu'est l'OSINT. Donc, l'OSINT, c'est comme la traduction simple, c'est Open Source Intelligence, c'est-à-dire toutes les informations qui sont disponibles ou publiques sur Internet. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une technique qui, au départ, a été réservée pour le domaine militaire et qui, comme toutes les techniques qui sont un peu avant-gardistes, aujourd'hui, on la retrouve de plus en plus dans le public. Et c'est cette évolution, en fait, que je souhaitais aborder ce soir, et surtout le côté un petit peu pernicieux de l'OSINT pour le grand public. Donc, l'OSINT, sa première source, c'est les renseignements, naturellement, c'est la CIA, qui avait créé, juste après la guerre, une entité qu'on appelait OSS, Office Strategic Securities, et qui était chargée en fait de récolter toutes les informations qui venaient de sources de radio étrangères ou alors de magazines, de journaux. Et l'idée était de connecter donc les informations qui étaient disponibles dans le monde afin de savoir ce qui se passait dans les différents pays, pouvoir avoir des renseignements sur les informations locales. Il y a eu une évolution qui a suivi cette mise en place de collecte d'informations avec la naissance d'Internet. Les informations sont devenues de plus en plus disponibles. Et ce qui est intéressant, ce qui a tout de suite été compris par les agences de renseignement militaires ou de défense, ou tout ce que l'on peut imaginer, ou de police, c'est que l'avantage de l'OSINT, c'est une collecte qui est en fait pas chère. Ce que je veux dire, c'est que à l'inverse de collecte d'informations humaines, l'OSINT nécessite simplement qu'un ordinateur. Elle ne nécessite pas toute une équipe ou alors d'envoyer une personne dans un pays. Via l'informatique, il est possible de collecter les informations qui sont disponibles sur des ressources qui sont extraterritoriales. Donc,
l'OSINT est une collecte d'informations qui n'est pas chère pour en fait, les agences de renseignement. Dans le temps, ce qui s'est passé, c'est que les différents services ont créé des outils qui étaient plus ou moins disponibles pour leurs équipes afin de collecter ces informations. Ces outils étaient des développements généralement internes. Et ces développements permettaient d'accéder à des bases de données qui étaient sur des serveurs, dans des lieux qui étaient distants, et de les ramener, et en fait de collecter cette information et de pouvoir l'analyser en interne sans utiliser toujours de moyens humains. Depuis quelques années, cette collecte s'est un peu plus organisée et on a vu émerger en fait des solutions qui sont devenues adaptées et qui ont été proposées par les sociétés de services afin de répondre aux besoins de cette multiplication d'informations qui se trouvaient sur le réseau. Et on a vu émerger des sociétés comme Palantir, qui a été financée par le gouvernement américain, qui permet de collecter des informations de différentes sources, plus simplement Internet, mais aussi des informations satellitaires, des informations de collecte d'humains sur le terrain, et qui permet d'avoir une interface agréable aux utilisateurs et plus simplement des outils spécifiquement développés, un peu austères, mais des interfaces qui permettent de rendre l'information digérable et en même temps de rendre cette information dynamique et en temps réel. Donc des sociétés comme Palantir ont été créées et ont permis à la CIA, au FBI et à d'autres gouvernements, comme le gouvernement français, parce que le gouvernement français utilise Palantir, de mettre à disposition toutes les informations collectables sur des interfaces plus agréables, plus esthétiques. On doit forcément mentionner un autre outil pour faire le pendant de Palantir. On peut parler d'outils comme l'outil de IBM, i2 Intelligence, avec son i2 Connect, ou alors des outils comme Maltego, qui permettent justement d'avoir cette interface. Ce qui est très intéressant avec des outils comme Maltego, c'est qu'on rentre vraiment dans ce qu'est l'OSINT. C'est-à-dire, on commence à avoir des outils. Maltego est un outil qui est disponible à tout le monde. C'est-à-dire que si Palantir est un outil qui était disponible simplement pour les gouvernements, on commence à avoir des outils qui sont disponibles pour les sociétés. Et c'est ça, en fait, cette évolution. C'est-à-dire qu'on passe, comme dans toutes les technologies modernes, on passe d'outils qui étaient au départ utilisés par le militaire, par la police, à des outils qui se vulgarisent et qui arrivent dans le public. Donc, Maltego, tout le monde, toutes les sociétés peuvent acheter une interface Maltego et après connecter Maltego à des bases de données d'informations libres. Dans Maltego, ça s'appelle des add-ons. Et donc, plus vous avez de bases de données qui sont connectées à Maltego, et plus d'informations vous pourrez avoir disponibles sur votre interface. Et donc, plus vous pourrez interroger le réseau sur des sources valides sur Internet. Le problème de la source, et je pense que Laurent va en parler, c'est le problème légal de la source, c'est le problème économique de la source, mais je laisserai Laurent l'évoquer. Ce qui est un peu embêtant avec les sources qui se trouvent sur Internet, c'est qu'il y a des sources qui sont publiques, c'est-à-dire que vous laissez des traces sur Internet, ces traces sont disponibles. Vous vous connectez sur un réseau, vous pouvez vous connecter sur Facebook par exemple, vous signez des contrats avec Facebook pour que Facebook puisse garder par exemple vos informations. Vous vous connectez sur des sites d'achat où vous demandez à ces sites de garder vos informations. Mais le problème, c'est que comme ces sites se font hacker, ces informations sont collectées par des hackers et ces informations deviennent disponibles au grand public
via le dark web ou via d'autres sources. Alors, le problème, c'est que des informations qui ne devaient pas être publiques deviennent publiques et deviennent accessibles à nos sites. Donc, on a cette évolution qui est assez dramatique, c'est qu'en fait, toutes les informations de tout le monde sont en fait en source libre. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est ce que je voulais évoquer, c'est le côté un peu pernicieux de cette disponibilité d'informations. C'est-à-dire que lorsque l'information devient disponible, lorsque les personnes se connectent sur Facebook, sur Instagram ou sur différents outils, il est humain que des personnes souhaitent chercher des informations sur leurs amis, sur des connaissances qu'ils ont. Et en fait, le commun commence lui-même à faire des actions de renseignement. Des sociétés ont compris et permettent aujourd'hui à tout le monde, à monsieur tout le monde, de faire des analyses comportementales ou d'intérêt sur d'autres personnes. Je m'explique. Malteco donne accès à une source d'information qui a été mise à disposition par une société d'intelligence russe qui s'appelle Social Links. Social Links, lorsque vous l'intégrez dans Malteco, vous donne la possibilité de suivre les actions que réalise une personne ou des personnes sur les réseaux sociaux. Social Links a compris cette mutation qu'il y avait entre ces outils militaires de renseignement, de collecte d'informations pour le renseignement, pour les États, a compris que le public commençait à avoir accès à ce type d'informations et Social Links a créé une interface d'utilisation qui, pour 100 €, permet à monsieur tout le monde, à des personnes des ressources humaines, à des investigateurs, d'avoir accès et de pouvoir analyser quelles sont les interactions de tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est une interface qui est très légère et qui est très fluide. Ce que je souhaitais monter dans cette première partie, c'est cette évolution, en fait, de l'OSINT, qui était partie d'une collecte d'informations pour les renseignements, pour les États, et qui maintenant devient disponible à tout le monde, et des sociétés qui mettent à la disposition d'utilisateurs lambda des outils qui permettent à tout le monde d'espionner tout le monde. Le problème de l'OSINT aujourd'hui, c'est que l'OSINT va se vulgariser. Les gens vont être de plus en plus capables d'utiliser les informations qui se trouvent sur le réseau. Et le côté pernicieux, c'est que tout le monde va pouvoir surveiller tout le monde. C'est un souci qu'il y a sur l'OSINT. Et l'OSINT n'est pas simplement maintenant utilisé pour les personnes, puisque les entreprises s'accaparent la possibilité aussi de rechercher des informations sur leurs concurrents, sur les marchés, via des outils, via d'autres outils disponibles. Et je vais laisser Laurent vous développer l'aspect économique et non plus l'aspect réseaux sociaux des outils OSINT. Laurent. Merci David. En préalable, c'est vrai que tu évoquais assez en détail effectivement l'apparition d'Internet, des réseaux et de toutes ces données qui finalement malgré nous se retrouvent à traîner là où elles ne devraient pas, mais parce qu'effectivement, comme tu dis, on a donné le consentement. On pourrait préciser que les sources ouvertes n'ont pas vraiment attendu Internet. On pourrait même parler des premiers réseaux, peut-être des grandes banques qui se sont mis en place au début 20e, ou qui avaient des places dans les différentes capitales et qui pouvaient observer finalement la vie économique et même politique et anticiper et faire les bons investissements aux bonnes personnes. Sur un plan économique, effectivement, avant Internet, il y avait la presse, les médias, la radio, et ce sont des données qui sont encore massivement
recueillis et analysés. Je pense non seulement par les services de renseignement et de sécurité, mais également par tous les organismes de veille aujourd'hui en économie en particulier. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est, comme tu l'évoquais, des données qui jusqu'à présent n'avaient pas à être rendues publiques, qui le sont par le fait des lois en particulier qui ont été promulguées aux États-Unis. Des lois qui tendent à remplacer, on va dire, le droit continental, les règles du Code civil, ce qui régule vraiment les affaires entre les différentes parties, par du droit en réalité plus common law, un peu comme le précise de l'école de guerre économique, c'est-à-dire que chacun va traiter ses affaires indépendamment de ce qui se fait au niveau des règles internationales. Voilà. Et à ce jeu-là, je dirais, ce sont les anglo-saxons qui ont pris, et en particulier les Américains, une longueur d'avance. Et notamment aussi avec le système bancaire anglais, ils ont finalement imposé au reste du monde, ils sont en train encore de chercher à imposer à la planète des normes, notamment des normes comptables. Suite à l'affaire Enron en 2001, il y a eu quand même des lois qui sont sorties sur le plan comptable, et les lois Sarbanes-Oxley, qui imposent de diffuser des données comptables dans les grands groupes. Et ce sont des données très, très précieuses qui vont pouvoir être récupérées ensuite directement par la bourse américaine, Securities Exchange, la SEC, équivalent de l'ancienne commission des bourses en France. Et avec ces données-là, en réalité, on sait bien que l'administration américaine va pouvoir aller remonter ça directement aussi à leur service et avoir une longueur d'avance dans la plupart des grandes négociations. Ils ne vont pas également se gêner non plus, et il y a des affaires quand même qui sont sorties, pour aller taxer lourdement des entreprises françaises. On pourrait citer BNP Paribas qui a essayé de faire un peu d'investissement en Iran. Bon, hélas, l'Iran fait encore aujourd'hui partie des rogue states, la longue liste des États voyous, dans lequel on pourrait aussi rajouter la Corée du Nord, et j'en passe. Des pays d'ailleurs dans lesquels, quand on s'intéresse à, par exemple, quand on candidate chez Amazon, il faut déclarer clairement de ne pas avoir résidé, de ne pas faire du business avec des pays comme effectivement la Corée du Sud, le Pakistan, l'Iran, etc., etc. Oui, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que effectivement, les banques, lorsqu'elles font des fusions-acquisitions, ont mis en place des équipes en interne qui font de l'audit c'est-à-dire de l'écoute sur les entreprises qui sont en train de merger, pour lesquelles ils sont un projet de fusion-acquisition. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les banques prennent généralement un pourcentage de la vente qui se passe entre les deux sociétés. Et les banques étudient s'il y a des employés des deux banques qui font fuiter des informations sur le réseau pour savoir si, via le site, pour savoir si les employés sont en train de faire écoute des informations pour justement les marchés financiers. Et dans le cas où cela serait vrai, ça leur permet de renégocier leurs tarifs au départ en disant, regardez, nous faisions une fusion-acquisition entre vous, mais vous, monsieur, vous avez commencé à faire fuiter des informations sur le réseau. Nous allons augmenter nos tarifs pour vous. L'audit, aujourd'hui, est effectivement utilisé par les banques pour écouter le réseau, pour savoir si leurs actions de fusion-acquisition ou leurs investissements actuellement ne sont pas en train de fuiter sur le réseau. Je te donne la parole. Effectivement, c'est assez pernicieux. Et du coup, pour revenir sur... on se trouve face à des informations de nature comptable sur les grands groupes qui sont systématiquement aussi auditées par des grands cabinets d'audit. On peut d'ailleurs voir que sur la place de Paris, parmi les 20 plus grands cabinets d'audit, on a vu 4 sociétés françaises. Toutes ces sociétés
elles travaillent aussi selon des règles anglo-saxonnes, américaines, et elles sont régulièrement contrôlées par la France américaine. Et alors, il y a effectivement des personnes en France qui travaillent dans l'intelligence économique qui ont tenté de s'élever contre ça. Très difficilement, ces mesures, ces accords de contrôle qui sont censés être bilatéraux ont même été entérinés au niveau européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est on va dire, une menace on va dire de libérer des informations, de dévoiler des informations qui dépassent aussi le cadre des entreprises françaises. Voilà. Après, pour revenir sur comment on peut faire aussi une entreprise de taille plus modeste, effectivement, même, parce qu'il faut savoir aussi qu'elle finit toujours par attirer l'attention à partir du moment où elle est innovante. Et j'ai eu l'occasion, là je ne donnerai pas de nom, mais de travailler quand même dans un pôle de compétitivité sur la région parisienne, et j'ai été surpris de voir que les business plans des startups figuraient été transmis via Google Forms. Bon, je m'étais permis de signaler en interne, ça n'a pas ému plus que ça, mais finalement, alors peut-être qu'on vient un peu par un moment donné, mais le fait est que par défaut, quand on utilise, je pense, des outils dont on n'a pas vraiment la maîtrise de la donnée, on dit c'est dans le cloud, hein, le fameux nuage, c'est un petit peu abstrait. Bon, il y a quand même des données qui sont stockées quelque part. Il serait question peut-être qu'on s'intéresse sérieusement à un cloud souverain. Le sujet, il est quand même pris en compte, il essaie d'être pris en compte par notamment Thierry Breton, ancien DG de Atos, depuis qu'il est commissaire européen. Il est question de développer un cloud souverain, donc des moyens de stockage de données qui soient dans nos frontières. Je sais qu'il va travailler beaucoup avec Atos sur le sujet, c'est un peu normal. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie économique. Bon, il y a effectivement une menace. Quand même, on peut aussi se rassurer en disant que l'intelligence économique, c'est effectivement pas juste l'affaire des entreprises, mais c'est un véritable enjeu de politique publique. En France, ça a été identifié déjà de longue date. Vous pensez au rapport Marx, c'est en 1994. Il y a eu ensuite Bernard Carion, le député Vita, qui a fait un joli rapport en 2005, sur lequel, effectivement, il mettait vraiment l'accent sur le volet de comment défendre les intérêts, vraiment les intérêts essentiels, vitaux de la nation, comment favoriser la meilleure compétitivité des entreprises et comment aussi les protéger. Protéger face, effectivement, on va dire, à la prédation extérieure. Voilà ce que je pouvais dire. Oui, c'est vrai que tu as soulevé tout à l'heure un point qui est assez intéressant, très intéressant. C'est cette utilisation de nos sites lors des recrutements. Dans les entreprises, du point de vue économique, c'est interdit aux États-Unis. C'est-à-dire que si une société fait des recherches sur une personne au niveau de l'OSINT, normalement, elle doit prévenir l'employé. C'est dans les statuts américains. Si la société n'embauche pas la personne parce que les recherches qu'elle a fait au niveau OSINT sur elle, c'est-à-dire s'il a eu des problèmes avec la justice, s'il a eu des problèmes avec son assurance, s'il a eu des problèmes avec des vols, enfin s'il a eu un problème judiciaire ou un problème personnel, s'il n'a pas été recruté à cause de ce problème de recherche d'information qu'il y a eu en OSINT, la société américaine a l'obligation de fournir à l'employé qui a été refusé le dossier d'OSINT qui a été fait sur lui, et l'employé qui a été refusé a la possibilité de demander que ces recherches soient refaites. Donc, c'est un volet qui est déjà très, très avancé aux États-Unis. J'avoue que je ne sais pas sur quel niveau on est en France, mais disons que l'OSINT, effectivement, pour les entreprises, pour les recrutements, donc pour l'économie d'entreprise, est un sujet qui est aussi à traiter. C'est-à-dire, et ça revient sur ma première partie, c'est-à-dire que
l'OSINT était vraiment une collecte d'informations qui était pour les renseignements, pour l'armée. Et elle a évolué dans le temps et maintenant elle est passée dans le public. Et c'est cette évolution qui est assez dramatique parce que il n'y a aucun texte législatif qui actuellement va dire à une personne qui est chez elle dans son appartement, non, ne fais pas de recherche sur Facebook, ne fais pas de recherche sur Instagram, sur ton petit copain ou sur ta petite copine, pour savoir avec quel autre petit copain ou quel autre de ses connaissances elle interagit, parce qu'en fait, tout le monde le fait. Je veux dire, tout le monde essaie de regarder, et c'est de l'OSINT, et c'est de la recherche, et c'est une évolution de la société, et si on ne prend pas conscience que l'OSINT a aussi un côté négatif, et n'a pas que des côtés positifs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut on peut savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. On peut avoir des photos d'une tsunami qui malheureusement a eu récemment lieu dans le Pacifique. Ce sont des collectes d'informations qui sont intéressantes, parce qu'on peut avoir des images chocs, des choses comme ça. Mais disons que c'est vrai qu'il y a un côté pernicieux de l'OSINT qui est en train aussi de se développer. Et c'est la première pratique que je souhaitais développer. Nous allons passer peut-être maintenant, Henriette, à la deuxième partie, si tu le souhaites, si tu es d'accord. Oui, oui. Merci donc de votre